Merci à tous d'être venus ce matin pour la réunion du Club Agro. Je voudrais juste passer la parole à François Blanc qui va nous présenter un peu les activités qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Bien, bonjour, bienvenue et merci de participer à ce Club Agro de rentrée, si j'ose dire. Donc, nous aurons un programme composé en deux parties. Premièrement, un focus sur l'une des politiques françaises agricoles actuelles les plus importantes, à savoir l'agroécologie, qui fait l'objet de nombreuses coopérations avec la Chine et notamment avec le ministère de l'Agriculture chinois. Donc, il y aura deux présentations sur cette question, l'une faite par Philippe Grieux, le conseiller scientifique à l'ambassade de France, et l'autre par moi-même. D'autres présentations étaient prévues, mais au fur et à mesure de la préparation de cette réunion, le programme s'est un peu allégé pour diverses raisons. Et ensuite, nous mettrons l'accent sur les actualités, à la fois l'actualité majeure qui domine dans l'agriculture les informations en Chine, à savoir la peste porcine africaine, qui ne désarme pas, si j'ose dire, et puis un point d'actualité sur les visites que nous allons avoir dans le domaine agricole et plus largement d'ici la fin de l'année. Mais en premier lieu, j'ai le plaisir d'accueillir le nouveau chef de service économique régional de la France en Chine, Jean-Marc Fenet, qui nous fait le plaisir de venir saluer les membres du Club Agro, sur à quoi nous sommes très sensibles. Donc Jean-Marc, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup François. Écoutez, évidemment, je ne pouvais pas résister à la tentation avec ce Club Agro qui se réunissait vraiment à proximité de l'ambassade de venir vous saluer. Donc je suis Jean-Marc Fenet, je suis chinois depuis une semaine. Voilà, il faut bien commencer. Hein. Je suis arrivé il y a donc le week-end précédent, d'un poste précédent qui était un poste d'un grand pays asiatique de population à peu près comparable à celle de la Chine, c'est un peu plus au sud de l'Himalaya, si vous voyez ce à quoi je fais allusion. Et auparavant, j'ai passé 4 ans dans un autre pays, un grand pays agricole aussi, mais plus près de chez nous en Europe, qui était la Pologne. Alors évidemment, beaucoup d'enjeux dans ce grand pays qu'est la Chine et surtout en ce moment. Je pense que vous aurez dans le domaine agricole l'occasion tout au cours de la matinée et de la journée de pouvoir passer en revue toute une actualité très riche, une actualité de visite aussi très riche puisque beaucoup de nos tutelles, de nos ministres, de nos responsables, de vos états-majors, de vos patrons français ou parisiens font le voyage vers la Chine et évidemment c'est quelque chose qui se comprend et se justifie tout à fait. Moi je voudrais redire quelque chose avec toute l'équipe du service économique régional, François, Thibault, Mireille, avec les collègues de Business France, du SST, toute la French Team, mais dans cette French Team il y a évidemment à l'évidence la Chambre de commerce et vraiment je suis un peu bluffé d'abord par la qualité des locaux, par les installations techniques qui nous permettent d'être en lien avec toutes d'autres régions de la Chine et donc de pouvoir faire cette liaison vidéo. Moi, je voudrais redire des choses qui sont évidemment tout à fait évidentes, qui est que l'ambassade en général, le service économique en particulier, mais c'est le cas aussi des autres entités économiques, est complètement à votre service. C'était le cas hier, ça reste bien évidemment le cas aujourd'hui et demain. Donc, nous sommes là pour vous, aussi bien sur de l'offensive, si j'ose dire, sur du soft power, sur de l'information, du partage de connaissances, sur des événements à monter, sur des dossiers à pousser. Et puis aussi, nous sommes là sur du défensif, parce que c'est des choses qui arrivent aussi de temps en temps, où vous avez besoin du soutien des autorités sur tel ou tel sujet qui est parfois un petit peu plus compliqué. J'espère que c'est pas trop le cas ici. C'était une partie importante de mes activités dans le pays précédent au sud de l'Himalaya auquel je faisais allusion tout à l'heure. Voilà, donc toutes ces composantes, c'est celle du service économique qui est à votre service. Et puis ces clubs agro, moi je suis vraiment toujours très satisfait de leur fonctionnement. Je les ai vus fonctionner dans tous mes postes précédents. C'est un lieu tout à fait privilégié d'échange d'informations. Si je tire simplement un seul exemple de
l'agenda que François vient de dérouler, les questions de la fièvre porcine, chacun voit bien combien c'est un sujet chinois, mais c'est devenu très rapidement un sujet mondial. Hein, et je pense que l'éleveur de porc breton ou le charcutier français a entendu parler de la peste porcine chinoise aujourd'hui de façon extrêmement importante. Voilà, je ne veux pas être plus long, je voulais vraiment saisir cette occasion pour vous saluer tous, vous saluer ici à Pékin, vous saluer à Shanghai, vous saluer à Canton. Vraiment, bonjour à tout le monde et puis vous dire que, bien évidemment, nous restons complètement à votre service. Merci beaucoup. Bien, merci Jean-Marc pour cet encouragement. Nous allons donc commencer avec la première présentation sur l'agroécologie qui sera faite par Philippe Grieux, que je laisse se présenter plus en détail. Bon, bonjour à tous. Alors c'est ma première fois que je viens dans le club agro et je suis moi-même agro, donc il y a un an encore, un petit peu plus d'un an, j'étais professeur d'agronomie à Toulouse. Donc voilà, ça me. Alors, je suis actuellement attaché scientifique à l'ambassade de France et j'ai en charge les sciences de la vie, ce qui est quand même très très large. Voilà. Alors, je ne savais pas trop parce que l'agroécologie c'est un sujet très très vaste. Je ne savais pas trop par quel bout le prendre. J'ai choisi de prendre un bout qui est un petit peu, je dirais, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est exactement que l'agroécologie, puis quels sont les verrous au développement de l'agroécologie. Et François vous parlera plus des politiques publiques développées dans le cadre de l'agroécologie. C'est à peu près ça. Alors, l'agroécologie qui est présentée comme un nouveau modèle agricole, et si l'on tient compte de tout ce qui se dit actuellement sur l'agriculture, et notamment tous les problèmes que soulève l'agriculture, on a des informations quotidiennes. Hein. Les dernières informations en date, c'est la réglementation sur la pulvérisation des pesticides à proximité des maisons, des écoles. Donc, c'est des sujets quotidiens. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important et je dirais c'est quelque chose qui est pris en compte par la société dans son ensemble. Alors, quelques mots tout d'abord pour situer l'agriculture. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Oui. Alors, l'agriculture en France, c'est 450 000 exploitations agricoles et avec une surface moyenne de 65 hectares. Très forte diversité. Hein, donc, on a des exploitations qui sont très grandes, des exploitations qui sont très petites. 54% du territoire français est dédié à l'agriculture. 31% à la forêt. Hein, la forêt ne fait que s'agrandir. 900 000 exploitants agricoles, ce qui représente 1,3% de la population. Et c'est la première production agricole en Europe, c'est la France. Alors, pour ce qui est les surfaces en grande culture, la ferme moyenne représente 130 hectares avec une UTP. Hein. Cette moyenne ne fait qu'augmenter, hein, elle a augmenté depuis pratiquement 30 ans, ça ne fait qu'augmenter. Et c'est très fortement mécanisé. On voit de façon parallèle un développement de ce qu'on appelle l'agriculture biologique, donc ce qui représente à peu près 6% de la surface en termes de territoire. Hein. Donc c'est essentiellement vignes, production maraîchère, production fruitière. C'est plus difficile en grande culture. D'accord, super. Et ça, c'est pour... Okay. Alors, toujours dans les principales données, ce qu'il faut voir, c'est que la distribution des productions... Voilà, pardon. La distribution des productions en France est très hétérogène. Donc, on a des territoires qui sont plutôt dédiés à la grande culture, des territoires qui sont plutôt dédiés à l'élevage. Et avec des situations un peu particulières comme la Bretagne, qui est une zone de production intensive plutôt orientée produits animaux. Hein. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est une question importante. Hein. C'est donc lors de la
de la loi d'orientation de l'agriculture dans les années 60, il y a eu une spécialisation des exploitations agricoles et nos exploitations agricoles sont très spécialisées, ce qui crée un certain nombre de problèmes. Donc, production, ici vous avez production de grandes cultures, tout le bassin parisien. Il y a l'axe du Rhin, ici l'Alsace. On a le sud-ouest et puis on a l'axe rhodanien avec plutôt des grandes cultures. Ensuite, des zones d'élevage, bon, tout le massif central. Hein, quand on regarde la carte de la France, le massif central, c'est énorme en fait. Hein. Puis toutes les régions qui sont des piémonts montagneux, voire les montagnes également. Alors, les principaux problèmes qu'ont posé le développement de l'agriculture, le premier, c'est la désertification des zones rurales, la dégradation des terres cultivées, bon, destruction des haies, destruction des talus, etc. Les machines de plus en plus lourdes qui ont provoqué dans bien des cas des tassements du sol. Problème très très important, la diminution du taux de matière organique dans les sols, avec des sols qui ont été longtemps considérés comme des supports de culture dans lesquels on apportait des intrants. On s'est très très peu préoccupé du sol biologique. Et on revient sur toutes ces questions. Bon, les problèmes de pollution de l'eau, hein, là c'est pareil, on a des informations quotidiennes sur les problèmes de pollution de l'eau, dégradation des sols. L'atteinte à la santé publique, là encore, si on prend le cas des pesticides, on a des exemples également quotidiens. Bon, tout ça conduit aussi à des aspects qui sont très discutés actuellement, la biodiversité. En début d'année, on a eu un rapport de l'IPBES, c'est une sorte de GIEC, c'est un groupe d'experts qui, sous l'action des Nations Unies, a produit un rapport sur la diversité je vous invite à le lire, hein, il y a un résumé du rapport qui est assez catastrophique. Donc, perte de biodiversité, perte de diversité génétique également. Bien que depuis quand même une quinzaine d'années, il y ait des gros efforts qui soient faits sur, en quelque sorte, la réhabilitation de la diversité génétique. 4,4 kg de pesticides par hectare sont utilisés. Et on verra, je vous montre un graphe où, contrairement à ce qu'on pense, on est encore en augmentation, hein, malgré tous les débats qu'il y a actuellement sur l'utilisation des pesticides. L'utilisation des pesticides augmente. C'est similaire à ce qui se passe dans les autres pays européens. Hein. C'est quand même moins que ce qui se passe en Chine. En Chine, là, c'est beaucoup plus important. Et puis, le problème de l'eau d'irrigation dans de nombreuses régions et qui est un problème vraiment très, très important, surtout dans le contexte de changement climatique. Bon, si on constate l'été qu'on a eu en France cette année avec énormément de problèmes de restriction d'eau. Voilà, ça c'est le petit graphique pour vous montrer que on a une augmentation de l'utilisation des pesticides. Ça continue. Voilà, ça c'est l'IPBES, report sur la biodiversité. Et alors, ce que je voulais souligner, c'est que une des causes majeures de la diminution de la biodiversité, c'est l'utilisation des terres. L'utilisation des terres agricoles. Donc, dans l'utilisation des terres, il y a par exemple l'urbanisation qui pose aussi un problème quand même. Hein, il n'y a pas que le monde agricole. Puis après, il y a la façon dont on gère les terres agricoles notamment. Donc voilà, l'agriculture là est encore en première ligne pour ces problèmes-là. Voilà, donc le contexte dans lequel on est. Alors là, je voulais revenir aussi sur la spécialisation des exploitations. Alors, je l'ai mis en bas, je commence tout de suite par le bas. Hein. Actuellement, on a 14% d'exploitation agricole en polyculture, polyélevage. D'accord. Au début du XXe siècle, on n'était pas loin de 100%. Enfin, je caricature un peu, mais voilà, la plupart des exploitations agricoles, c'est des polycultures, polyélevage. C'est-à-dire, sur une même exploitation, on trouvait différentes cultures et on trouvait différents systèmes d'élevage. Hein, laitier, viande,
des oies, des porcs, etc. Donc quelque chose de très diversifié. Actuellement, on est à 14%, ce qui est très faible. 34% élevage et 52% production végétale. Ici, vous avez la carte de la France qui représente le pourcentage, les céréales en pourcentage du SAU. Plus c'est sombre, plus il y a de céréales. Quand c'est très sombre, ça veut dire qu'il n'y a que des céréales. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez toute la zone où on a essentiellement des grandes cultures, d'accord. Donc le bassin parisien, hein, le sud-ouest, l'Alsace, la plaine d'Alsace, puis l'axe rhodanien. Et partout où c'est clair, c'est plutôt des endroits où il y a peu de céréales. Et là, vous avez ce qu'on appelle la surface toujours en herbe, d'accord. C'est les prairies permanentes, donc qui sont associées au système d'élevage. Et là, on voit que la surface toujours en herbe, donc massif central, les piémonts et les montagnes, les Alpes, les Pyrénées, une partie des Vosges, et puis une partie un peu particulière de la Bretagne, de la Normandie ici. Donc on a une spécialisation des exploitations agricoles, et ça a un impact très très important. Parce que je vous disais tout à l'heure, au début du XXe siècle, on avait polyculture, polyélevage. Donc, on avait un cycle quasi naturel entre les déjections animales qui retournaient au sol, qui permettaient de fertiliser les cultures, hein, et les cultures qui étaient en partie utilisées pour l'alimentation animale. Donc, on avait un cycle en écologie, on parle de cycle des minéraux, hein, N, azote, phosphore, potassium, qui était vertueux. Or, actuellement, quand on produit des céréales dans le bassin parisien, les céréales, la culture prélève ces éléments minéraux et appauvrit les sols. Hein. Et j'ai pas produit la courbe, mais de ce fait, on a apporté des intrants chimiques. Ces intrants chimiques se sont substitués aux déjections animales petit à petit, et ce qui a eu pour conséquence d'appauvrir le sol en matière organique, avec parfois des conséquences assez dramatiques en termes de déstructuration des sols. Inversement, dans certaines régions où on a on a des systèmes d'élevage qui produisent beaucoup de déjections animales, mais pour lesquels on a peu de possibilités d'épandre ces déjections animales. Là, on a l'effet contraire, c'est-à-dire on a une accumulation de matière organique dont on ne sait pas quoi faire. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que la spécialisation des exploitations agricoles pose actuellement un problème sur la gestion des déjections animales d'une part, et d'autre part sur l'appauvrissement des sols en termes de matière organique. Alors, je vais y venir après, mais la raison principale de cette spécialisation, alors c'était d'une part augmenter la productivité, hein, on a quand même augmenté la productivité par 10, hein, 2 fois les terres, 5 fois le travail, et puis, je dirais, c'est l'agroalimentaire derrière. L'agroalimentaire, les firmes agroalimentaires ont une logique plutôt de concentration. Hein. Donc, dans le bassin parisien, on a misé sur les céréales, sur les grandes coopératives blé. Champagne, on a misé sur, par exemple, la production de malt. Hein. On est les premiers en Europe à produire du malt. Voilà. Puis en Bretagne, on a misé sur le lait. Voilà. Donc derrière, il y a une forte... les coopératives, une logique de filière qui est plutôt à la concentration. Donc, d'une part, une concentration, une logique filière. D'autre part, des exploitations agricoles qui ont suivi la logique... Alors, les principaux problèmes auxquels on est confronté, c'est le problème du recyclage des éléments minéraux, de l'équilibre du cycle des éléments minéraux, le problème du raccourcissement des rotations. Quand on spécialise fortement les exploitations agricoles, on finit un producteur de blé, le blé se vend très bien, enfin, parfois ça se vend moins bien, mais globalement, si on prend les 20 dernières années, le blé se vend plutôt bien. Et donc l'agriculteur, lui, il est dans une logique où il a intérêt à faire des produits qui se vendent bien. Donc sa logique à lui, ça serait de faire du blé sur du blé sur du blé. Ça pose des problèmes d'ordre écologique. Il ne faut pas le faire. Il y a un certain nombre
de règles à respecter. Mais voilà, donc on a eu un raccourcissement des rotations. Alors les rotations, qu'est-ce que c'est? C'est la succession des cultures dans le temps. C'est-à-dire, bon, si je prends dans le bassin parisien, on va faire du colza, puis ensuite on va faire du blé, puis ensuite on va faire de l'orge, puis ensuite on revient au colza, blé, orge. On appelle ça une rotation triennale. Hein, c'est la grande classique. J'appuie pas sur les bons boutons, excusez-moi. C'est pas ça. Ah, pardon. Et enfin, le troisième point important qu'il faut souligner, et qui est toujours dans cette même logique, c'est qu'on a diminué la présence des légumineuses dans les rotations, mais même dans les couverts eux-mêmes. Hein. Vous savez très bien que on importe massivement du soja des Amériques. On a décidé à un moment donné de ne plus fournir, enfin de ne plus produire de protéines végétales. Donc on l'importe massivement. Mais la deuxième conséquence de ça, c'est qu'on n'a plus de légumineuses dans nos systèmes. Les légumineuses, c'est une famille de plantes qui fixe l'azote de l'atmosphère. Le N2 de l'atmosphère, 80% de notre atmosphère est constituée d'azote, et c'est cette famille de plantes fixe l'azote de l'atmosphère. Donc on n'a pas besoin d'apporter des intrants azotés, l'ammonitrate, voire même pas besoin d'apporter de la matière organique. Donc ça, on a diminué de façon drastique la place des légumineuses dans nos assolements, et on est devenu très dépendant de l'importation de protéines végétales. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais le prix de la tonne de soja a fortement augmenté ces dernières années. Je crois que ça a été triplé, hein, le prix a triplé. Peut-être non, pas triplé. Enfin, par rapport. Ouais, mais ça a été pendant un moment 150 € la tonne. Il y a 10 ans, non? Bon, on en reparlera, mais moi j'avais ces chiffres-là en tête. Donc voilà, quand on devient très très dépendant du soja importé, et quand on rentre en compétition avec la Chine qui en importe massivement, ça pose problème. Bon, la biodiversité, j'en ai parlé, le problème de la biodiversité. Hein. Et puis, un autre problème, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Alors, tout ça nous amène à changer un peu notre façon de voir les choses, d'essayer de rendre cette agriculture un petit peu plus soutenable, hein, durable. Et donc, un modèle a été proposé relativement récemment, finalement, hein, depuis c'est 2012, non, hein, le lancement. Oui. Donc, une solution proposée, c'est le développement de ce qu'on appelle l'agroécologie. Alors, excusez-moi, il y a un peu d'anglais, de français. Alors, c'est un terme qu'on utilise maintenant pratiquement à toutes les sauces. Hein. Agroécologie, on en entend. C'est le mot-clé qu'il faut mettre absolument dans les appels à projets pour avoir une chance de décrocher un peu de financement. Hein. Donc, c'est très, très utilisé et ça fait le lien entre l'agriculture et l'environnement. Alors, historiquement, si je puis dire, il y a plusieurs façons d'aborder l'agroécologie. Il y a une façon scientifique, c'est-à-dire on utilise les principes de l'écologie, qui est une science, à la production agricole. C'est une démarche qui a été beaucoup développée par les Allemands. Hein. Je crois que même le mot agroécologie, pour la première fois, a été utilisé en Allemagne. Donc c'est une démarche qui on essaye de produire, faire une production agricole, mais en utilisant les principes de l'écologie. La deuxième approche, historiquement, qui a été développée, c'est plutôt l'approche française, qui est plutôt un ensemble de pratiques agricoles. Alors, il y a peut-être des mots que vous avez déjà entendus, semi-direct, couverts intermédiaires, l'agriculture de conservation, redonner vie au sol. Donc, avec derrière des pratiques agricoles. Et la France, historiquement, a pris un peu ce biais-là. Et d'ailleurs, ça a été initié beaucoup par des exploitants eux-mêmes ou des associations d'exploitants qui ont testé des façons de produire, qui ont allongé la rotation, qui ont introduit des légumineuses, hein, qui ont
changé, qui ont arrêté de faire du labour, par exemple. Je ne sais pas si c'est des choses dont vous avez entendu parler. Donc voilà, il y a une approche qui est les pratiques agricoles. Et puis il y a une troisième approche qui est plus liée à un besoin social. C'est l'approche qui a été beaucoup développée par les États-Unis notamment, et aussi par des pays comme le Brésil. Donc là, c'était vraiment, je dirais, une sorte de révolte vis-à-vis des façons traditionnelles de produire. Et décidément. Et donc là, l'agroécologie s'est développée sur un mouvement social qui était une remise en question un peu du système de production agricole. Alors, ces trois approches se fondent maintenant dans ce que nous, on appelle l'agroécologie. Alors, les principes de base de l'agroécologie. Donc, première chose, c'est une approche systémique à l'échelle du champ, de l'exploitation, mais aussi à l'échelle du territoire. Alors, l'échelle du territoire est très, très importante parce que quand on regarde les problèmes qui sont posés à l'agriculture actuellement, ce sont des problèmes qui ne peuvent pas être traités à l'échelle de l'exploitation agricole. Quand on parle de pollution, c'est une question territoriale. Hein. Quand on parle de gaz à effet de serre, c'est pareil, c'est des logiques territoriales. Quand on parle de biodiversité, ça fait appel à une structuration du paysage qu'on doit mieux gérer. Donc, ce sont vraiment des questions territoriales. L'approche écologique, c'est augmenter, stimuler les régulations biologiques. Les populations de ravageurs, quand on a des régions où on n'a que du blé, je caricature un peu, hein, que du blé et qu'en plus c'est la même variété de blé, dès qu'un ravageur apparaît, c'est quasiment toute la région qui subit le dommage. Donc là encore, il y a des réflexions sur comment améliorer nos systèmes de culture pour augmenter les régulations biologiques. Augmenter la biodiversité, donc ça c'est une question d'actualité qui prend vraiment beaucoup d'importance. Je vous rappelle aussi que la Chine organise l'année prochaine la COP15 sur la biodiversité. Hein. Donc c'est une question, on va entendre parler de biodiversité quasiment tous les jours à partir de maintenant. Et puis, bien sûr, retrouver un cycle des éléments minéraux plus naturel. Donc, ça demande une démarche innovante. Et l'agroécologie, ce qu'il faut comprendre, c'est que on revient à des systèmes qui sont complexes. Hein, l'agronomie a été finalement, on a simplifié beaucoup les modèles. On a fait du blé. Pour le blé, on sait qu'il faut apporter tant d'azote. On sait à quelle maladie et à quel moment le blé sera soumis, les ravageurs, hein, et on a établi des références. Ça a été le travail des agronomes pendant très longtemps. Blé égale tant d'azote, etc., etc. Des références étaient très simples, un modèle très simplifié. Maintenant, on essaye de réapprendre à gérer la complexité. Et ça, faut reconnaître que on a encore des progrès à faire. Voilà, il faut vraiment comprendre qu'on revient à un système très complexe et que on a des progrès à faire sur la façon dont on gère les systèmes complexes. Alors quelques photos quand même parce que sinon. Alors une approche, je vous parlais tout à l'heure des aspects techniques culturales pour l'agroécologie. Là vous avez une des premières techniques culturales qui a été mise en place, c'est en fait le non-labour. Le non-labour. Donc, ce qu'on reproche au labour, c'est un problème lié à l'érosion des sols, tassement des sols, et puis aussi le fait que souvent quand on fait du labour, on considère le sol comme un support de la culture et qu'on ne cultive finalement que les 20-30 premiers centimètres. Et une autre question fondamentale actuellement, c'est le carbone dans les sols. Hein, vous savez tous qu'on a beaucoup de CO2 qui se dégage et on cherche des moyens de fixer le CO2 dans le sol. Le labour va à l'encontre du stockage du carbone, c'est-à-dire du stockage de la matière organique dans les sols. Donc c'est un des principaux reproches que l'on fait au labour. Maintenant, le labour, il y a aussi des avantages.
C'est une façon de gérer ce qu'on appelle les adventices, les mauvaises herbes. Donc voilà, l'agriculteur il est confronté à ces deux problèmes, à ce compromis. Stocker du carbone, avoir une meilleure matière organique dans mes sols, première chose. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas que je laboure. Deuxième chose, j'ai un problème avec mes adventices, j'ai du mal à les gérer, donc je vais labourer. Compromis. Donc il faut qu'on lui apporte des solutions pour mieux gérer ça dans le sens du stockage du carbone. Donc ça, c'est vraiment un des piliers de l'agroécologie, c'est de diminuer le labour. Deuxième approche, c'est le mélange d'espèces. Alors là, c'est un mélange d'espèces un peu type prairial, tout est mélangé, mais il y a beaucoup d'études qui se font actuellement sur des cultures associées. C'est-à-dire on fait 2 rangs de blé, 3 rangs de pois chiches, 2 rangs de blé, 3 rangs de pois chiches, ou sinon, ce qui se développe aussi, c'est une alternance de variétés. On fait 2 rangs de blé de cette variété-là, suivi de 2 rangs de blé d'une autre variété, sachant qu'une variété plutôt est sensible à un ravageur et l'autre pas, ou sensible à une maladie et l'autre pas, ce qui va freiner la diffusion de la maladie ou du ravageur. Beaucoup de travaux là-dessus. Pour le sylvopastoralisme, qu'on essaye de redévelopper dans plusieurs régions de France. L'agroforesterie, qui reste quand même... on a beau entendre parler de redéveloppement de l'agroforesterie depuis un bon moment, ça ne se développe pas énormément. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur ce point-là. Alors, une chose fondamentale en agroécologie, c'est de revenir à de la fertilisation avec de la matière organique et non pas des intrants chimiques. Bon, là, je vous montre un tas de fumier, c'est peut-être pas la meilleure photo à montrer, mais on a beaucoup de stratégies pour essayer de réintroduire de la matière organique dans les sols. Vous avez tous entendu parler de l'initiative 4 pour 1000. Donc c'est un programme mondial qui a pour vocation de réintroduire de la matière organique, c'est-à-dire du carbone dans les sols. L'agroforesterie, c'est l'association entre des cultures et des arbres. Et enfin, je vous disais tout à l'heure que beaucoup de questions se posent plutôt à l'échelle des territoires. Donc, il y a énormément de travaux qui se font actuellement sur la restructuration des paysages de façon à apporter beaucoup de biodiversité. Et cette biodiversité, elle a pour effet d'améliorer les régulations biologiques. Donc, de diminuer l'impact des ravageurs, de diminuer la diffusion des maladies. Ah oui, voilà, alors on revient, alors souvent j'entends ce discours-là, on revient donc à des modèles plutôt ancestraux, si je peux dire, mais avec une démarche scientifique quand même une démarche scientifique qu'on essaye de maîtriser, même si c'est difficile parce qu'on revient à des systèmes complexes. Oui, alors oui, puis quand on parle d'agroécologie en Chine, on voit bien que le concept, ils ont du mal. En plus, ils ont une façon de fonctionner qui est très verticale, les Chinois, et donc l'agroécologie demande une façon très horizontale de fonctionner. Mais bon, ceci dit, pour répondre à la question, il y a un laboratoire international associé franco-chinois là qui va apparaître cette année sur l'agroécologie, entre Juste, désolé d'interrompre, si vous avez des questions, vous ouvrez le micro. Non, je voulais juste dire, nous, il y a 10 ans, en France, on aurait parlé d'agroécologie aussi, on aurait été moins entendus aussi. Oui, alors il y a un ensemble de contraintes et il y a une demande sociale qui fait que l'agroécologie devient incontournable. Par contre, c'est encore quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement parce que c'est un système complexe. Il y a c'est très soutenu par les pouvoirs publics maintenant, ce qui est quand même assez nouveau, 2012. Je vais essayer d'accélérer un peu peut-être. Alors, les solutions agroécologiques, très rapidement, c'est reconnecter les troupeaux et les surfaces cultivées. Donc, finalement, diminuer cette spécialisation. Et c'est un effet bénéfique à la fois pour les systèmes d'élevage et pour les systèmes de culture.
Mais c'est pas une question simple. Hein. Derrière, pour reprendre ce qui a été souligné tout à l'heure, il y a les filières agroalimentaires. Réintroduire les légumineuses, puisque c'est une source d'azote gratuite, hein, et l'azote coûte cher finalement, que ce soit les engrais minéraux ou les protéines végétales qu'on importe, cet azote-là coûte cher. Donc, il faut essayer il y a des plans de développement et de réintroduction des légumineuses qui foisonnent en ce moment à l'échelle européenne. Hein. Donc, dans la rotation, succession des cultures, en cultures intercalaires, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, 2 rangs de blé, 2 rangs de pois chiches, par exemple, ou 2 rangs de fèves, hein, ou de fèverolles. Et puis, dans la prairie, également. Mieux gérer les effluents d'élevage et diminuer les gaz à effet de serre. Ça, c'est une question qui n'est pas si simple. Et on a des efforts à faire sur ce point-là. Bon, la question des systèmes d'élevage est une question prégnante en ce moment. Hein. Développer les circuits courts. Développer ce qu'on appelle les cultures intermédiaires en grande culture. Donc, dans les bassins, on ne peut pas mettre d'élevage. On a un problème d'alimentation en matière organique. Donc, une des façons de réintroduire la matière organique dans les sols, c'est de faire des couverts intermédiaires. Entre 2 cultures, on fait un couvert intermédiaire qui va se développer pendant 3 mois à peu près. Ensuite, on le détruit et on l'introduit dans les sols. Bon, et développer ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Donc ça, c'est un concept très important, hein, je vous en ai parlé. Ça s'appuie sur des techniques sans labour, beaucoup basées sur ce qu'on appelle le semi-direct. Je vais vous donner un exemple. Les couverts intermédiaires, je viens d'en parler, l'allongement des rotations. Et enfin, structurer les paysages pour augmenter la biodiversité et accroître ce qu'on appelle la protection intégrée. Oui. Je pense qu'il faut que tu expliques un peu quand même. Bon, légumineuses, j'espère que tout le monde comprend. Qu'est-ce que c'est que SIAL? AMAP. Alors, AMAP, c'est les associations de consommateurs qui vont se fournir directement auprès d'un agriculteur. Donc ça existe. Hein. Autour de Pékin, il y a des AMAP. La présidente de l'association mondiale des AMAP est une Pékinoise. Donc, c'est des associations de consommateurs qui vont se fournir directement auprès d'agriculteurs. SIAL, qu'est-ce que c'est? C'est système alimentaire. Alors, bon, de façon plus générale, dans cette rubrique-là, l'idée, c'est les circuits courts, c'est le groupement d'agriculteurs, systèmes alimentaires, les AMAP, tout ce qui est circuit court, pratiquement du producteur au consommateur. Oui, voilà. Donc, les circuits courts, c'est ce qui supprime les intermédiaires. Les distributeurs et les intermédiaires. Ouais. Et alors, les cultures intermédiaires? Alors, les cultures intermédiaires, je vais donner un exemple juste après. Hein, comme ça, je vais y revenir. Les cultures intermédiaires, c'est un moyen de réintroduire de la matière organique dans les endroits où on ne fait que de la grande culture. Hein. La grande culture, ce sont des plantes qui vont prélever les éléments du sol. On va extraire ces éléments quand on va faire la récolte, mais on réintroduit rien dans la parcelle. Donc, si on fait ça pendant des années, des dizaines d'années, on appauvrit le sol. Donc, une façon de ne pas appauvrir le sol, c'est régulièrement d'apporter de la matière organique. Quand on a des systèmes d'élevage, ce sont les déjections animales. Quand on n'a pas de système d'élevage, l'agriculteur, pendant des décennies, n'a pas apporté de matière organique. Donc, les sols se sont appauvris parce qu'il y avait aussi une conception de l'utilisation des sols qui était une conception assez basique en disant le sol, ça n'est qu'un support de ma culture. En fait, le sol, c'est un milieu vivant qu'il faut entretenir. Oui. Tout ça, c'est compliqué. Peut-être une question qui n'a rien à voir, mais en ayant vécu dans une ferme, j'ai vu aussi les sols s'appauvrir en eau, l'irrigation des eaux, la pollution des eaux. Qu'est-ce qui, dans cette agroécologie, comment est-ce qu'on va gérer les irrigations qui sont aujourd'hui des sols appauvris chez nous, en Bretagne par exemple? Oui, alors, comme je viens de le dire, les sols ont été longtemps considérés comme des supports de culture. Et en plus, avec le développement de l'usage des intrants chimiques,
eh ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté à la culture, on a une très très bonne connaissance du blé, et le blé, on le connaît par cœur. On sait exactement ce qu'il faut lui apporter, etc. Donc, on lui a apporté des intrants chimiques, le fameux ammonitrate ou l'urée. Donc, en plus, on le sait maintenant, coûte cher à fabriquer et qui consomme beaucoup d'énergie et qui, durant le cycle de fabrication de ces éléments minéraux chimiques, dégage en plus du CO2. Donc, c'est mauvais sur tous les plans. Hein. Donc, on a porté au sol, enfin, c'est pas qu'on a porté au sol, on a porté dans le sol ce qui était nécessaire pour la culture prélevée. Mais petit à petit, on a appauvri le sol. Bon, on a apporté de l'azote chimique. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors je vais dire, la valeur moyenne d'utilisation de l'azote chimique qu'on apporte, c'est 50% à l'échelle française. C'est ce qu'on appelle le coefficient apparent d'utilisation de l'azote. C'est-à-dire, on apporte des éléments minéraux, mais il n'y en a qu'une partie prélevée. Que fait le reste? Le reste, dans un système breton, alors la Bretagne, hein, vous connaissez probablement autant que moi, c'est une assise granitique et généralement un sol plutôt superficiel. Donc, cet azote chimique qui reste, il va tout doucement être lessivé. Il va arriver sur le granit et hop, il va aller dans les cours d'eau. D'accord? Si on prend un modèle comme la Champagne, là, c'est complètement différent. On a des sols qui sont très épais, qui sont très profonds, avec une assise qui est une assise calcaire. L'azote va migrer tout doucement, va mettre des décennies à descendre jusqu'à la nappe phréatique. Là, va migrer. Donc, c'est de l'azote qui reste potentiellement dans le sol et qui migre tout doucement vers la nappe phréatique. Donc, dans un cas, vous avez une pollution de la nappe phréatique à terme. Cette eau, la nappe phréatique, va être réutilisée après pour. Donc, c'est là où on mesure 70% des cours d'eau en France sont pollués. 55% de la surface de la France est en zone vulnérable, c'est-à-dire trop d'azote dans l'eau. Hein. Les zones vulnérables, ce sont les zones dans lesquelles la teneur en azote est supérieure à 50 mg en nitrate, hein, NO3 supérieure à 50 mg par litre. Hein, et ça ne fait qu'augmenter. Alors, dans le cas champenois, là, ça migre tout doucement dans la nappe phréatique. Dans le cas breton, ça arrive sur le granit, ça va dans les cours d'eau, et puis ça pollue l'eau de rivière, et ça va jusqu'à la mer, où là, on a des développements d'algues. Alors, je parle de l'azote, là, mais c'est pareil pour le phosphore. On a une eutrophisation également. Voilà, on est dans ce cadre-là. Ouais. Ouais. Alors, le semi-direct, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit tout à l'heure, il faut arrêter le labour. Alors, bon, dans certains cas, c'est difficile. Dans d'autres cas, il faut essayer de le faire. Là, donc, après une récolte, le semi-direct, c'est de travailler uniquement le sillon, hein, sur lequel on va faire du semis. Et on va laisser en place, là, bon, on a une sorte de ce qu'on appelle un mulch, hein, un couvert de paille. Hein. Mais on ne retourne pas le sol. Hein. Là, c'est un cas de figure qui s'est beaucoup développé. Hein. Le problème du développement de cette technique-là, c'est que les agriculteurs, en général, avant de faire ça, donnent un petit coup de Roundup. Donc, de glyphosate, hein, pour ne pas le citer. Et que ça c'est pas très bon. Mais bon, c'est lié au fait qu'ils ont eu pendant des décennies des pratiques culturales qui ont fait qu'ils ont du mal à se débarrasser de leurs mauvaises herbes, enfin de leurs adventices. Alors, on a des modèles qui sont plus qui commencent à se développer un peu, mais qui sont beaucoup plus techniques. Hein. Là, ici, vous avez c'est la même chose. Hein. C'est ce qu'on appelle un semi-direct. Ici, vous avez un semoir qui sème du maïs. Et vous voyez que le semis se fait directement dans un couvert. En l'occurrence, c'est un couvert intermédiaire. En fait, c'est un couvert, vous voyez, il y a un mélange d'espèces. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un mélange d'espèces qu'on laisse pousser pendant 3 mois à peu près, et qu'ensuite on détruit. La biomasse végétale, on la réintroduit dans le sol, ou bien, dans ce cas précis, on la laisse broyer
ici, vous voyez, sur le sol, et on fait le semis, on appelle ça un semis sous couvert. Hein, donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'on a à la fois une gestion de la matière organique, puisqu'on réintroduit de la matière organique dans le sol, on fait un semis direct dans cette matière organique. Les mauvaises herbes ne peuvent pas s'installer parce qu'il y a déjà beaucoup de matière végétale en place, donc ça ne se développe pas. Beaucoup d'intérêt. Donc c'est ce qu'on appelle un semi-direct sous couvert. Et devant, on dirait, là on ne voit pas sur la photo, mais comment on détruit le couvert végétal. Et ben, on utilise des gros rouleaux qui sont situés à l'avant du tracteur, munis de ces dents, ici, et qui coupent, qui déchiquettent en quelque sorte le couvert végétal. Donc voilà, vous avez deux types de semi-directs, avec tout un tas de systèmes intermédiaires, qui se développent et qui ont le gros intérêt donc de gérer les adventices, de gérer la matière organique et de répondre à des questions d'ordre agroécologique. C'est ce qu'on appelle le rouleau brésilien. Alors ici, j'en arrive au couvert intermédiaire. Donc le couvert intermédiaire, vous voyez, là c'est une photo qui a été prise, je crois, en Dordogne, lors d'une visite en Dordogne. Et c'est un couvert qui a été installé après une récolte. J'avoue, je ne sais plus de quoi, une récolte d'été, donc c'est le choix. Implantation d'un couvert végétal en septembre, avec un mélange d'espèces. Là, vous voyez, vous avez du radis, la navette, la facélie. Et 3 mois après, c'est 2 mois et demi après, en fait, j'ai noté là, vous avez production de 5,3 tonnes de matière sèche. Donc, c'est quand même pas mal. Azote, 140 kg, phosphore, 24 kg, potasse, 320 kg, calcium, 107 kg. Tout ça va être détruit et réimplanté dans le sol. D'accord? Donc, c'est une source. Ouais, je termine, j'ai presque terminé. Donc, dernier point, c'est allonger les rotations. Donc, l'idée, c'est d'augmenter le nombre de cultures différentes, les unes derrière les autres, dans la succession culturelle. Alors, les verrous, dernière diapo sur les verrous, je vais arrêter parce que... Donc, cette façon de développer l'agroécologie, elle est confrontée à plusieurs problèmes. J'en ai évoqué un tout à l'heure. Je vais commencer par celui-là. C'est tension entre économie et environnement. Alors, il y a des coûts dans toute production agricole, et je crois que c'est assez général, on ne tient pas compte du coût environnemental. Donc, si on tenait davantage compte du coût environnemental, je pense qu'on aurait peut-être une autre façon de voir les choses. On n'intègre pas suffisamment le coût environnemental. Et on n'intègre pas non plus en agriculture un autre. C'est pas un coût là, c'est l'avantage qu'un système de production peut avoir sur la société en général, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Le service que peut rendre un écosystème à la société. Je prends un exemple, l'exemple de l'eau. Si on cultive des grandes cultures, on risque d'avoir une production d'eau de pas très bonne qualité, parce qu'on va retrouver là-dedans des intrants, des pesticides, etc. Donc le service écosystémique est très faible. Là, on devrait mesurer ça en coût économique, coût environnemental avec un coût économique derrière. Par contre, si on a une prairie conduite de façon extensive avec des aubracs dessus, là, on va avoir une production d'eau de qualité sous les parcelles qui va être excellente. D'accord? Donc là, il y a un avantage que rend l'écosystème à la société. Donc, on devrait aussi mesurer le coût de ça. Et donc, pratiquement déduire ce coût-là des charges de l'agriculteur. Si on allait jusqu'au bout de la prise en compte des coûts. Tout ça, on ne le prend pas en compte. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà, donc c'est ce que je dis ici. L'opposition entre la volonté de produire plus et de produire des services écosystémiques. On veut produire plus de viande, on a intérêt à avoir des prairies semées avec apport d'azote, avoir une très forte production d'herbes et avoir plus de chargement et donc plus de production à l'hectare.
Puis d'un autre côté, si on fait des systèmes extensifs sur des prairies bien gérées avec des légumineuses, des, un mélange, une bonne biodiversité, etc. Par contre, ce que je viens de dire, on n'arrive pas à... Enfin, l'agriculteur n'en tire aucun bénéfice, même s'il rend des services écosystémiques. Donc, il y a des tensions entre agriculteurs pour l'utilisation des ressources. Alors, il y a des ressources qui deviennent rares dans certaines régions. L'eau, ça, l'usage de l'eau, c'est un gros problème. Le phosphore, ça va devenir un gros problème également. Donc, on a la chance, entre guillemets, en France, d'avoir des sols assez riches en phosphore, puisqu'on en a apporté beaucoup pendant des décennies. Mais le problème se posera un jour. Le foncier dans certains, c'est souvent un problème. Et puis une diversité forte de l'agriculture, c'est-à-dire on ne peut pas gérer toutes les questions de la même façon. Les systèmes de production agricole actuels sont totalement cohérents avec l'organisation des filières, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les filières fonctionnent plutôt par concentration. Enfin, là où on fait du porc, il y a toute l'agroalimentaire qui traite du porc qui est là, les abattoirs, la transformation, etc. Donc c'est pas diffus en France, mais on peut appliquer cette règle-là, enfin cette constatation-là à quasiment tous les systèmes de production. Bon, et cela risque de continuer. Bon, on a vu ça quand il y a eu la fin des quotas laitiers, poursuite de la concentration industrielle des industries liées à l'élevage, la concentration des efforts de sélection sur un petit nombre d'espèces. Là, je m'adresse aux semenciers qui sont présents dans la salle. Voilà. Donc, je conclus que la marche vers l'agroécologie se poursuit, a été initiée en 2012 et bon, prend de l'ampleur. Par contre, ça va prendre du temps, à mon avis, et à l'échelle de la recherche et des instituts techniques, il faut bien comprendre qu'on redécouvre la complexité et qu'on n'est pas très à l'aise sur la façon d'appréhender, de gérer cette complexité. Scientifiquement, ça pose des questions qui sont difficiles à résoudre. Voilà. Merci de votre attention. J'espère avoir été compréhensible. Donc moi, je vais insister plutôt sur l'aspect politique publique de l'agroécologie, puisque Philippe vous l'a dit, l'agroécologie est devenue une politique publique centrale de l'action du ministère de l'Agriculture depuis 2012, et notamment, il faut saluer l'action du ministre Stéphane Le Foll, qui en a vraiment fait son cheval de bataille et qui a impulsé une rupture, ou plus exactement un début de rupture, par rapport à les politiques antérieures plus productivistes, même si des aménagements étaient introduits dans ces politiques, notamment dans le cadre des approches européennes et des politiques européennes. C'est vraiment Stéphane Le Foll qui en a fait la politique officielle du ministère de l'Agriculture. Et d'abord, ce n'est pas un hasard si Stéphane Le Foll était breton, donc bien placé pour voir les limites de l'agriculture productiviste. Et deux, s'il avait un directeur de cabinet qui s'appelle Philippe Mauguin, qui est actuellement le président directeur général de l'INRA, et donc qui a justement impulsé et aidé et utilisé le système de recherche français, agronomique français, à l'appui de cette politique. Et donc, ça a été un effort extrêmement long. Alors, Stéphane Le Foll a eu la chance, en tout cas la chance pour nous, peut-être pas forcément pour lui, de rester 5 ans au ministère de l'Agriculture et donc de pouvoir inscrire sa politique dans une certaine durée, et d'ailleurs politique qui se poursuit depuis. Elle a été reprise par les ministres qui l'ont suivi, à la fois Stéphane Travert et notre ministre actuel Didier Guillaume. Et cette politique, en fait, n'est pas seulement une politique du ministère de l'Agriculture, elle ne se concrétise pas seulement au stade de la production, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand on change de paradigme, comme l'a dit Philippe, c'est l'ensemble du système et de l'écosystème agricole qui doit changer. C'est-à-dire que le système de recherche, le système d'éducation, le système agroalimentaire, tout doit changer. Effectivement, ce sont des acteurs, une organisation qui est extrêmement lourde en termes institutionnels, et donc qui doit être mobilisée sur des thèmes de recherche qui sont différents, des manières d'enseigner qui sont différents, et notamment
ce qui a été bien souligné, c'est qu'on est passé de systèmes et de messages relativement simples, avec des sortes de recettes qui pouvaient s'appliquer à l'ensemble de la production céréalière, etc., à des dispositifs beaucoup plus adaptés à chaque exploitation, beaucoup plus complexes à mettre en œuvre et donc beaucoup plus difficiles à impulser. Donc d'ailleurs, cette démarche s'est concrétisée dans différentes lois. Donc, on a eu la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en 2014 et plus récemment ce qu'on appelait l'EGalim parce qu'elle faisait suite aux États généraux de l'alimentation en 2018 qui a réaffirmé ses priorités. Donc, cette agroécologie, donc politique générale, s'est vue déclinée dans 10 actions de plans d'action spécifiques qui, dans chaque domaine identifié comme crucial et contributeur à cette transition écologique, avaient un aspect. Donc, certains ont été évoqués par Philippe. Il y a tout ce qui est agroforesterie, et tout ce qui est bio, tout ce qui est production de protéines végétales. Il y a un plan protéines en France, justement, qui a un double objectif au moins, à savoir, d'une part, rapporter de la fertilité dans les sols et également limiter la dépendance française aux importations de soja américain ou autres brésiliens. D'ailleurs, une problématique très partagée par la Chine actuellement. Et puis, vous avez non, c'est pas ça. Voilà. Vous avez deux politiques qui sont particulièrement importantes en termes de résidus. C'est la politique éco-phyto pour réduire le nombre l'usage des pesticides dans les cultures. Donc Philippe vous a dit que c'était un long combat qui reste encore à conclure. Et la même approche avec les antibiotiques dans l'élevage, qui là aussi font l'objet d'un usage pas forcément toujours optimal et que ces plans ont l'ambition de réduire. Et puis, vous retrouvez également des thèmes de société, donc tout ce qui est la protection des pollinisateurs, dont on se rend compte, et en Chine encore plus, qu'elle devient un vrai problème avec la disparition des abeilles et tout ce qui est bien-être animal. Donc, un ensemble de politiques dans tous les domaines qui, au final, contribuent à, justement, à effectuer cette transition agroécologique et avec un objectif qui a été fixé, à savoir qu'une majorité de fermiers adoptent des pratiques écologiques d'ici 2025. Donc, il y a plusieurs approches qui ont été mises en œuvre par le ministère, et notamment le fait de travailler non plus seulement, plus exactement, de manière top-down, avec des messages un peu tout préparé, mais de travailler beaucoup plus en se basant sur les expériences pratiques, les bonnes pratiques des fermiers qui, chacun en quelque sorte sur leur ferme, tenant compte des spécificités de leur milieu, de leur environnement, vont trouver ici ou là, expérimenter des pratiques intéressantes qui sera intéressant de valoriser. Et c'est quelque chose d'extrêmement actif, extrêmement réel dans l'agriculture française ou dans l'agriculture allemande également. Il sera sans doute un peu plus dur à mettre en place en Chine, où l'approche est un peu plus spontanément top-down que bottom-up. Et donc ça, c'est une vraie question pour justement la conversion agroécologique d'autres pays. C'est que le système de vulgarisation, de formation, doit également être réfléchi pour justement tenir compte de ces nouvelles contraintes. Et ce n'est pas un hasard si en matière de formation professionnelle, les autorités chinoises, le ministère de l'Agriculture est très demandeur de l'expérience française, et si nous avons un certain nombre d'expériences et de coopération en matière de formation professionnelle. Et donc, les progrès avancent. Disons la situation progresse plus exactement.
mais il faut bien reconnaître qu'elle progresse lentement. Alors d'un certain côté, c'est assez frustrant parce que forcément, on veut toujours avoir des résultats et aller un peu rapidement. D'un autre côté, au vu de la complexité et de l'importance des changements impulsés, ce n'est pas vraiment étonnant. En 2019, 10% des fermiers avaient mis en œuvre des pratiques agroécologiques et donc on mesure régulièrement à travers un certain nombre d'indicateurs en termes de surface, en termes d'agriculture biologique, tous ces progrès ou ces difficultés de progrès de l'agroécologie. Un domaine qui progresse extrêmement rapidement, c'est l'agriculture biologique. On a actuellement une conversion de l'agriculture française à l'agriculture biologique qui a été lente au début pour tout un ensemble de raisons et qui s'accélère notamment poussée ou plus exactement tirée par la demande des consommateurs qui demandent ces produits. Et lorsqu'il y a une demande, il y a forcément une offre qui se met en regard. Vous voyez, quand vous rentrez en France, la multiplication des magasins Biocoop ou autres dans les villes est absolument incroyable et des rayons bio dans les différents supermarchés. Bon. Et donc, là aussi, vous avez au niveau plus institutionnel un changement réel, notamment du monde professionnel agricole vis-à-vis de l'agroécologie. Quand Stéphane Le Foll a commencé à parler d'agroécologie aux syndicats agricoles et à la FNSEA pour ne pas la nommer, il n'a pas eu un très très grand succès au début. Ça a été des moments de tension qui ont été réels et désormais, avec les années, et puis avec la prise de conscience également des enjeux sociétaux, d'un certain rejet par d'une partie de la population du modèle agricole productiviste, des limites également techniques. On ne peut pas nier une dégradation au niveau mondial, peut-être moins en France qu'ailleurs et moins en France qu'en Chine notamment, mais de manière non négligeable non plus en France, une dégradation de l'environnement agricole, des conditions de production, une baisse de fertilité, des problèmes liés à l'irrigation, qui sont de vraies difficultés et qui conduisent à de vraies impasses. Donc, l'idée qui avait prévalu à l'émergence et au développement de l'agriculture productiviste à partir de la fin du XVIIIe siècle, accélérée au XIXe siècle et encore plus au XXe siècle, qui avait sa logique à l'époque, qui était à un moment où on pouvait considérer que les ressources à utiliser étaient infinies. On pourrait toujours alimenter la fertilité des sols en mettant plus d'engrais minéraux, qu'il y aurait toujours de l'eau pour irriguer les sols. Cette vision de ressources illimitées est désormais complètement disparue, s'est heurtée à la réalité et donc a forcé à évoluer. Non pas parce qu'elle était non pertinente au moment où elle a été utilisée. Cette agriculture productiviste a permis de nourrir la planète et de suivre l'accroissement de la population mondiale à un moment où la population agricole fondait littéralement. On est passé de 70% d'agriculteurs à 3% d'agriculteurs en un siècle. Et pourtant, la production agricole a augmenté, mais elle n'était plus adaptée aux conditions présentes et il était nécessaire de faire d'inventer ou d'impulser un nouveau paradigme. Et donc, ce nouveau paradigme, il se traduit non seulement à l'échelle de la production, mais également c'est tout le système de recherche et de formation qui doit lui aussi être renouvelé. Et ça, forcément, ça se heurte un certain nombre de difficultés et donc c'est quelque chose qui prendra du temps. Un certain nombre, depuis le temps, alors 2012, c'est effectivement très court. Ceci dit, les pratiques agroécologiques existaient avant qu'on en fasse une politique publique. Et il y a eu un certain recul dans les écoles agro, dans les centres de recherche sur cette expérience. Et 2012-2019, on a également tiré un certain nombre d'expériences. Ce qu'on peut en tirer comme enseignement, c'est plusieurs aspects. D'abord, c'est des mesures qu'il est difficile d'imposer. Alors, il y a un certain cadre réglementaire qui est à fixer. La discussion actuelle sur l'utilisation des pesticides et la distance des pesticides par rapport aux cultures en est un exemple. Mais la manière la plus efficace, en fait, c'est que en fait, les gens adoptent les pratiques agroécologiques parce qu'on ne se force pas à faire de l'agroécologie.
Il est important de communiquer sur les expériences de terrain qui sont essentielles pour construire cette expérience et cette expertise sur l'agroécologie. Et il y a également une nécessité d'un soutien politique très fort. Et c'est pour ça qu'il était important que ce soutien politique existe avec Stéphane Le Foll et qui se poursuive après avec Stéphane Travers, puis avec Didier Guillaume actuellement. Il y a des coûts. Passer d'un système productiviste à un système agroécologique, ça impose un certain nombre de coûts qui sont à accompagner. De tels accompagnements existent pour le bio, ils existent dans les aides européennes, mais il y a toujours un coût qui est à supporter par les éleveurs et les agriculteurs. Et il est important que ces pratiques est une reconnaissance en quelque sorte en termes de solvabilité financière par un développement de la demande. C'est exactement ce qui se passe pour le bio et c'est ce qui assure actuellement le développement du bio. Et enfin, ce n'est pas quelque chose qui doit être impulsé seulement et qui peut être impulsé seulement par l'État, mais qui doit impliquer l'ensemble des acteurs et à commencer par les professionnels. Alors, un point particulier sur un programme que Philippe a mentionné et qui est vraiment l'un des chevaux de bataille de la France, à savoir le programme 4 pour 1000. Le programme 4 pour 1000, c'est une contribution, la contribution de l'agriculture à la lutte contre le changement climatique qui a été portée par la France dans le cadre de l'accord de Paris. Et c'est le volet agricole, en quelque sorte, de l'accord de Paris. C'est partir du principe que, en accroissant de 4 pour 1000 le taux de carbone dans le sol, on arrivait à contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre. Bon. C'est une ambition extrêmement forte parce que 4 pour 1000 de taux de carbone, ça paraît rien. Et en fait, c'est tout à fait conséquent dans la mesure où la tendance actuelle, la tendance normale et la situation actuelle, c'est plutôt l'émission de gaz à effet de serre par le secteur agricole. Le secteur agricole en France représente 20% des émissions totales, alors agriculture et élevage compris, et 20% des émissions totales, c'est énorme si vous comptez qu'il y a du transport, il y a du chauffage, il y a de l'industrie, etc. Donc c'est tout à fait conséquent et l'agriculture et l'élevage particulièrement est mis en cause régulièrement pour sa contribution au réchauffement climatique, au gaz à effet de serre. Alors je l'ai dit, actuellement, plus exactement, le chiffre date de 2016, l'agriculture française est émettrice de CO2, plus 8 millions de tonnes, et à travers l'utilisation des puits à carbone que permettent la gestion des sols, la foresterie, avec un programme qui répond au nom de LULUC. Ne me demandez pas pourquoi ce nom a été choisi, mais voilà, ça peut-être pour le fun. Hein, donc LULUC, c'est un programme qui a vocation à accroître, à utiliser les puits de carbone dans le sol et pour une absorption de carbone qui est tout à fait conséquente à 36 millions de tonnes. Alors, les calculs montrent qu'effectivement, sous certaines conditions, on peut accroître ces émissions, cette absorption de carbone dans le sol de 11 à 14 millions de tonnes par an d'ici 2030, ce qui représente 2 à 3 pour 1000 du taux de carbone dans le sol et donc contribue à cet effort de ce programme 4 pour 1000. Alors 4 pour 1000, c'est donc une initiative, donc un programme technique, un objectif technique d'accroissement du taux de carbone dans le sol, et c'est une initiative lancée par Stéphane Le Foll à la COP21 en 2015, mais c'est une initiative française, mais pour un programme international. Il a été, donc le 4 pour 1000 est une organisation internationale qui a été structurée et donc qui dispose actuellement d'un secrétariat général basé à Montpellier, d'un président qui est un Malien, si je me souviens bien, et d'un vice-président qui est Stéphane Le Foll, et donc qui est une initiative à laquelle peuvent se rattacher divers pays. Donc il y a un grand nombre de pays, un nombre de pays croissant qui se sont adhérés, qui ont adhéré au 4 pour 1000,
et également des institutions de recherche notamment. Et en Chine, la China Agriculture Academy of Science, qui dépend du ministère de l'Agriculture, a récemment adhéré au 4 pour 1000 et rejoint cette initiative. Bon. Et donc, le but du 4 pour 1000, c'est aussi un but politique, c'est que montrer que l'agriculture et l'élevage, incidemment, n'est pas seulement un problème pour le réchauffement climatique, mais peut-être aussi une solution. Et donc, les externalités négatives ou la dégradation de l'environnement causée par l'agriculture en termes de biodiversité, eh bien, peut se transformer en une contribution positive, en un service écosystémique à la lutte contre le changement climatique. Alors, cela s'est traduit par des mobilisations vraiment de la France qui reste quand même, au-delà du fait que cette initiative soit internationale, vraiment au cœur de cette priorité, vraiment motrice pour cette priorité. Je l'ai dit, le secrétaire général est basé à Montpellier, c'est un Français qui en est le secrétaire, et donc se traduit par un effort de recherche qui porte bien entendu sur le sol en premier lieu, avec un réseau de recherche et d'expertise sur le sol, conduit notamment par l'INRA, l'Institut national de recherche académique, qui est vraiment au cœur de l'effort en faveur de cette politique, avec tout un ensemble d'actions sur lesquelles je passerai rapidement. Voilà, je vous remercie. Ça, c'était le volet politique publique. En conclusion, je voudrais insister sur un résumé qu'on fait de cet effort et de cette politique en faveur de l'agroécologie. Le but est d'installer un nouveau paradigme qui repose sur une quadruple performance. C'est-à-dire que de ne pas croire qu'il faut opposer agronomie et économie, il faut opposer élevage et société, mais de trouver des solutions pour accroître ou maintenir au moins la production agronomique, améliorer la contribution de l'agriculture à la société et à commencer par le niveau de vie des agriculteurs et des éleveurs, dans des conditions qui sont rentables pour l'ensemble de la société et pour les agriculteurs en premier lieu, et avec une réduction d'un point de vue sanitaire, une amélioration de la sécurité sanitaire avec une réduction de l'utilisation des antibiotiques, de l'utilisation des pesticides. Donc, une quadruple performance, aussi bien au niveau agronomique, économique, sociétal et sanitaire. Ça, c'est le but de l'agroécologie qui a été inscrit dans les lois et qui sert un peu de fil directeur à l'élaboration des différents plans. Donc, je vous remercie. Nous vous avons déjà, devant ce club agro, introduit une étude que nous faisons actuellement, que le service économique de Pékin et le pôle agro mène sur ce qu'on appelle la food tech. Et donc, cette étude a avancé. Et donc, j'ai le plaisir de demander à Arthur Blampin, responsable de cette étude, de venir nous en présenter l'état d'avancement. Merci François. Alors, du coup, moi, je m'appelle Arthur. J'ai fait mon stage. Merci. J'ai fait mon stage au service économique de l'ambassade. Je reste encore 3 semaines et après je rentre au pays. Et donc là, c'est pour vous présenter donc les conclusions de l'étude. Donc l'étude portait sur donc les besoins des entreprises chinoises de la food tech et comment promouvoir l'offre française. Donc vous avez peut-être vu passer des mails de ma part vous demandant de m'accorder 1 heure pour discuter avec vous. Vous avez peut-être répondu et on a peut-être discuté ensemble. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire. Donc, les objectifs de l'étude, c'était d'identifier les besoins chinois, de les quantifier et d'essayer de les analyser, de les placer sur le territoire et de recenser l'offre française sur ce que vous faites, quels sont vos besoins, vos problèmes et quelles offres vous pouvez proposer en Chine. Ça a été fait, on verra comment. Donc, la food tech, c'est l'ensemble des entrepreneurs et des startups qui innovent sur les systèmes alimentaires, donc de la production au consommateur final. Ça, c'est une source, donc Digital Food Lab, c'est une startup française qui
aide les investisseurs à flécher leur investissement dans ces sujets. Donc nous, on va voir en fait, on s'est surtout en fait focalisé sur ce qui nous a semblé les priorités en Chine, donc savoir les technologies agricoles et le retail, donc la distribution sur le secteur. Les autres, c'est pas qu'ils sont pas présents en Chine, c'est que les acteurs français, c'est pas leur priorité, enfin c'est pas leur priorité, ils sont pas massivement sur ce secteur-là. Voilà. Donc, par exemple, le delivery, tout ce qui est, alors j'ai pas les noms chinois, mais Releme ou choses comme ça, il y en a plein en Chine, mais les Français, on n'est pas sur ça en Chine. Voilà. Donc, mes conclusions, c'est qu'il y a deux gros sujets, la filière porcine et la filière, donc la logistique. Je vous en parle après. Donc, en Chine, il y a de l'expertise, enfin, il y a un besoin d'expertise par rapport à la présence de technologies. Il y a les entreprises chinoises, les fermes chinoises possèdent la technologie, ou en tout cas, ils ont accès. C'est juste qu'elles ont du mal à choisir quelle technologie elles veulent et surtout à la mettre en œuvre. Parce que les opérateurs, les ouvriers agricoles manquent de savoir-faire, manquent de formation, parce que les investisseurs qui décident de quelle technologie on prend, quel bâtiment d'élevage on construit, pourraient bénéficier de conseils supplémentaires. Mais il n'y a pas un manque de technologie, il n'y a pas un manque à disposition de technologie. C'est du clair. Et d'un autre côté, on a des acteurs français qui disposent d'une expertise agricole, mais en tout cas, ce que vous avez répondu, c'est qu'il y a une difficulté à valoriser cette expertise, difficulté à se payer cette expertise en conseil ou en formation. Ça, c'est quelque chose qui est assez uniforme parmi vous, parmi ce que vous m'avez répondu. Il y a quand même certains opérateurs français qui arrivent. Je pense à Alifi, qui fait ça en Chine. Et vous avez aussi soulevé que la demande en conseil augmente, notamment avec la crise de la PPA. Donc ça, avec cette demande en conseil et avec ce manque d'expertise de la Chine, il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là, et ça serait quand même super sympa si on pouvait formaliser, structurer l'expertise française pour répondre à ce besoin. Surtout qu'avec la PPA, donc il y a une crise majeure, il y a un besoin de restructurer et d'évoluer les pratiques par rapport à la Chine. Si on fait on peut faire des parallèles avec la crise de la mélamine de 2008, donc où il y avait de la mélamine dans le lait. Donc ça, en fait, il y a eu et on observe un refus initial de la crise et ensuite donc des tentatives de dissimulation. Il y a une évolution du contrôle sanitaire. Il y a des subventions publiques qui, pour la mélanine, ont abouti à une suppression des petits, ou en tout cas à un évincement du marché des petits exploitants laitiers et un renforcement des grands par un système de subvention. Les petites fermes porcines, alors elles n'ont pas forcément alors pour le laitier, elles n'ont pas forcément toutes disparu, mais en tout cas elles se vendent plus forcément aux grands laitiers. On pourrait imaginer que ça va être la même chose pour les fermes porcines, pour les petites fermes porcines, qu'elles vont pas forcément disparaître, mais en tout cas qu'elles vont plus être sur le circuit du marché national, en vendant en ultra court ou ce genre de choses. Et alors, les hôtels pour cochons pour être encouragés, alors les hôtels pour vaches lors de la crise de la mélanine ont été encouragés, et en fait, ce sont des endroits, enfin des fermes où il y a une mise à disposition des bâtiments d'élevage, mise à disposition des salles de traite pour les vaches, pour les exploitants laitiers qui ont jusqu'à 100 vaches. Et donc ça a permis, en tout cas, ça a été encouragé pour justement mutualiser les structures, et peut-être que ça pourrait aussi être encouragé pour des cochons avec une mise à disposition des bâtiments d'élevage, et peut-être, si on extrapole un peu, une sorte de coopération sur l'alimentation du troupeau, des animaux. Il y a une montée en gamme, il va probablement y avoir une montée en gamme de la filière porcine, parce que la PPA en fait met à découvert qu'il y a un problème sur cette filière-là. Néanmoins, la découverte d'un vaccin, qui n'est pas encore au point loin de là,
mais pourrait en fait ralentir cet effet parce que le vaccin pourrait servir de baguette magique. On a trouvé la solution à tous nos problèmes, ce qui ne va pas être le cas parce que c'est pas comme ça que fonctionne un vaccin. Mais ça pourrait en tout cas ralentir cette mutation. Néanmoins, la mutation risque d'être lente. Et encore, donc dans ce contexte-là, il s'agirait de se positionner en tant qu'Expertise France, les acteurs de la filière, tous ensemble pour structurer l'offre. Le deuxième point de mon étude, c'est, enfin en tout cas de ce qui sort de ce que vous avez répondu, c'est qu'il y a un souci logistique. Vous avez collectivement un souci logistique en Chine. Alors logistique, je mets derrière force de vente et traçabilité. Force de vente dans le sens répartition, distribution des produits sur le territoire chinois, parce que vous faites appel à des réseaux de revendeurs qui sont emboîtés en poupées russes sur chaque province, puis ensuite à une échelle de ville et de village, ce qui est assez complexe, voire parfois opaque. C'est compliqué de tracer où vont vos produits. Et quand vous rajoutez à ça la nécessité de former les revendeurs qui ensuite vont eux-mêmes former les agriculteurs, là on commence à avoir un souci parce que qui former, l'idéal ce serait de former le dernier vendeur qui va vendre au client final, mais bon, comme il y a un emboîtement poupée russe, ça commence à devenir compliqué. Et d'un point de vue chaîne du froid, il y a également un souci parce qu'il y a un manque, enfin vous avez rapporté un manque d'infrastructures en frais sur le territoire chinois, qui permet pas de répartir, de distribuer les produits facilement sur les villes quand on sort des grandes villes chinoises, Pékin, Shanghai, Canton, Wuhan, en gros. Par manque d'infrastructures, par manque de camions frigorifiques, ce genre de choses. Et il y a la traçabilité, qui est également un sujet. Alors la traçabilité, elle est double, elle est pour le client final, parce que il y a une demande du client d'avoir un produit tracé. Là, récemment, il y a eu une boîte de vin, d'import de vin à Shanghai qui a enregistré plus 10% sur ses ventes de vin tracés avec une puce. Voilà, ils ont observé plus 10% de leurs ventes sur ces vins tracés. Ça peut montrer qu'il y a une demande des clients d'avoir des produits tracés. Mais c'est aussi, la traçabilité, c'est aussi un moyen pour vous de savoir où vont vos produits. Parce que si vous avez un QR code sur vos emballages, sur vos produits, et que chaque opérateur qui voit vos produits scanne ce QR code, vous savez que telle personne a scanné ce produit, qu'il l'a scanné à tel moment, à tel endroit, et donc du coup, vous pouvez comme ça remonter la chaîne et savoir où sont vos produits. Ça, c'est un problème que vous avez soulevé aussi, que vous savez pas tout le temps où vont vos produits, et quand vous avez des produits à date limite de péremption, parfois c'est un souci. Quand vous savez pas quand ils sont vendus. Ça c'est pas, ça sort pas de mon chapeau. Hein, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui ont des QR codes sur leurs produits et qui obligent tous leurs fournisseurs, enfin pas leurs fournisseurs, tous leurs distributeurs à scanner ce QR code dès qu'ils reçoivent le produit et dès qu'ils le vendent, et ainsi de suite. Donc, c'est un sujet également, enfin, la logistique, c'est également un sujet identifié par Jack Ma, qui est donc l'ex-président d'Alibaba, puisqu'il il a démissionné récemment. Et donc, qu'est-ce qu'il disait Jack Ma? Il a dit en 2018 au Summit de la logistique qu'il allait investir 100 millions de yuan sur la smart logistique pour bâtir en Chine une meilleure chaîne de logistique. Donc, ça montre que c'est pas un sujet c'est pas un problème que des opérateurs français et étrangers en Chine. C'est un problème national reconnu également par les Chinois. Donc, qu'est-ce que je propose pour faire tout ça? Il s'agirait donc de recenser ce qui existe déjà entre les relations entre les institutions et les entreprises, et également de vous informer de ce qui existe. Donc, d'ailleurs, ce qui existe, c'est l'éveil que les institutions font, mais que vous également vous faites. Peut-être qu'on pourrait envisager de mettre en partage ce genre de choses, parce que vous avez certains d'entre vous ont partagé la volonté d'avoir de l'information, parfois d'en avoir plus, mais donc ça a aussi peut-être que ça induit aussi une notion de partage.
Ce qui existe aussi, c'est des bases de données telles Espadon pour l'export français, de France Agrimaire. Chercher ce qui se fait ailleurs dans d'autres ambassades pour essayer de récupérer les bonnes pratiques et peut-être les faire partager. Je pense à des séminaires de promotion du savoir français. Ça en existe en Californie sur le vin, mais peut-être qu'on pourrait essayer de voir comment ils font et essayer de faire à peu près la même chose sur du porcin, par exemple. Vous demandez ce que vous avez besoin et éventuellement par rapport à ça, voir comment on peut faire. Voilà, et comment on pourrait partager les informations dont vous disposez. Donc par rapport à l'élevage porcin, élevage français, il s'agirait de structurer en fait l'approche qu'on peut avoir quand on chasse en meute, on est en général plus efficace. Pour ça, il faudrait chiffrer les gains de l'application de l'expertise française avec ou pas l'utilisation d'un projet modèle pour voir ce qu'on pourrait créer ensemble ou récupérer de ce qui existe déjà. Et pour ensuite constituer une offre tous ensemble et promouvoir, nous, à un niveau institutionnel vers le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, et vous, à votre échelle, avec vos réseaux d'entreprises, de pousser ça. Et également pour la logistique, il s'agirait de faire la même chose. Il s'agirait au moins de vous rassembler pour voir que vous puissiez partager en fait vos soucis, vos bonnes pratiques, vos astuces. Je pense que vous avez plus tous été confrontés à ça. J'ai plein de petites anecdotes dans mes carnets sur les bonnes pratiques, au contraire les échecs de certains qui ont dû changer de chemin parce que ils ont pas réussi. Il y a eu des problèmes avec les fournisseurs, ce genre de choses. Donc je pense que si vous discutez, vous comprendrez sûrement mieux que moi. Et donc pour ça serait peut-être intéressant qu'on organise ces rassemblements-là, mais peut-être axés sur le porcin, sur l'expertise en tout cas agricole, et dans un deuxième temps, d'abord peut-être sur cette question de la logistique. Voilà, donc ça suivant ce que vous désirez. Voilà. Donc, c'est la fin de la présentation. J'ai cédé le cours. Donc, merci à tous pour m'avoir écouté et pour les réponses que vous m'avez apportées. Moi, je suis là encore 2 semaines. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous voulez qu'on fasse une restitution un peu plus poussée de l'étude, sachant que là, c'est les grandes lignes, ou est-ce que on essaye de lancer un premier round de concertation, d'échange entre vous, pour essayer de construire ou commencer d'initier un travail sur l'expertise française. Donc voilà, je ne sais pas si... qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ce que j'ai raconté, ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai oublié quelque chose qu'on aurait dit pendant qu'on s'appelait ou pendant qu'on s'est vu en face à face? Ou si on s'est pas eu au téléphone, est-ce que selon vous, j'ai oublié quelque chose de majeur en Chine, ce qui est certainement le cas? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de question en particulier, simplement pour rebondir sur les slides. J'ai vu l'avant-dernier slide, effectivement, organiser un groupe sur la partie logistique. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire et qu'on fera à l'avenir, sachant que je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, on avait déjà un transporteur qui était intervenu pour parler de la chaîne du froid. Mais moi, je voulais confirmer aussi sur la logistique. On est sollicité par exemple, quand on avait organisé un événement avec le gouvernement du Jilin, c'est un des sujets sur lesquels les gouvernements locaux attendent d'expertise internationale aussi. Alors, ils demandent à des assureurs de voir la logistique. J'ai toujours pas bien compris le lien, mais en tout cas, c'est des sujets, la logistique, la traçabilité, la chaîne du froid, etc. C'est des sujets qui intéressent aussi les Chinois. Ils sont en attente d'expertise. Donc là-dessus, effectivement, ça n'était pas aux sorties quand on s'était eu, mais c'est un vrai. Il y a une demande en tout cas, pas uniquement pour les sociétés françaises, mais une demande d'expertise de certains gouvernements locaux qui voient ça.
Et puis après, évidemment, la filière porcine, l'expertise porcine. Nous, on a voulu avoir un expert français qui vienne nous aider, sauf que en fait, on retombe sur des prix de conseil français et on n'est pas habitué à du conseil français. Je veux dire, 600 000 euros pour une intervention, c'est même pas envisageable. C'est-à-dire que même 600 000 yuan pour du conseil, c'est cher en Chine. Donc 600 000 euros pour avoir 2-3 mois c'est cher. On paye le voyage, on paye le français, on paye l'hôtel, en plus des 600 000 euros. Donc après, il y a une question de se dire quelle est la vraie valeur. C'est-à-dire que même pour une boîte française de payer du conseil français à un prix français en Chine, ça a été dur. Hein. Donc je pense qu'on a échangé avec les FIP là-dessus et effectivement, on s'attendait pas à retrouver. Donc comment valoriser l'expertise, comment faire payer l'expertise au prix où elle coûte vraiment pour les boîtes françaises, c'est aussi un vrai sujet. Donc, cette expertise, elle a un coût, elle a une valeur, et par contre, effectivement, même quand on peut être français, quand on est habitué aux tarifs chinois, il y a un gap, un facteur 10 qui est difficile à valoriser. Et donc moi je trouve que travailler sur la logistique, travailler sur la filière porcine, comment on valorise notre expertise, comment on arrive à la vendre, comment on arrive à la packager à un prix, au bon prix, c'est une vraie question. Ouf, merci. Oui, je voulais juste déjà te remercier pour le rapport. Voilà, nous ça confirme un certain nombre de conclusions qu'on a au quotidien chez Business France dans notre travail avec les entreprises. Donc pour revenir sur certains points sur la filière porcine, on a aussi identifié cette filière comme prioritaire et c'est une filière sur laquelle il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent sur la Chine. Il y a plus d'une vingtaine ou même plus de sociétés qu'on a identifiées qui ont des bureaux en Chine sur ce sujet. Donc oui, je pense que c'est un sujet prioritaire. Maintenant, la question, c'est de faire travailler les gens ensemble concrètement, commercialement. Voilà, c'est le sujet. Moi, c'était le sujet de mon mémoire d'ingénieur de fin d'études il y a de nombreuses années. On n'a toujours pas trouvé la solution et c'était sur les filières végétales. Donc c'est le problème clé. Malheureusement, c'est compliqué. En tout cas, ce qu'on pourra faire, on organise régulièrement des missions sur la filière porcine où on montre l'expertise française dans différentes régions chinoises. Donc peut-être lorsqu'on organisera la prochaine itération, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait une réunion avec l'ensemble des entreprises françaises de la filière porcine impliquées, et on pourra peut-être vous inclure aussi dans cette réunion pour aller plus loin que l'organisation de l'événement pur qu'on organise. Je sais pas si c'est clair. Enfin, tous les ans, on organise un ensemble de séminaires sur la filière porcine pour mettre en avant l'offre française. Donc, essayons d'aller plus loin que ce simple séminaire et peut-être de reprendre un certain nombre de tes recommandations. Donc voilà, enfin, ce travail est déjà initié, c'est ça ce que je veux dire sur la filière porcine. Ensuite, sur la partie distribution, je pense que ce serait peut-être intéressant d'axer un des prochains groupes de travail agro de la CCIFC sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des nouvelles entreprises qui arrivent et qui se posent des questions sur quelle stratégie de mise en place de réseau de distribution, quelle stratégie développer dans le développement du réseau de distributeurs. Et il y a un certain nombre, là, toi tu parles d'anecdotes, mais il y a un certain nombre de difficultés, de contraintes. Et voilà, c'est peut-être un sujet qu'il faut creuser dans un prochain groupe de travail. En tout cas, on a beaucoup de retours aussi sur ce sujet. Et puis ensuite, j'ai bien noté, voilà, sur la logistique, éventuellement, si vous voulez nous transmettre, je parle à la personne de Groupama, je crois. Voilà, donc s'il y a des besoins de la part de certains gouvernements, notamment du Tilline, je crois que vous les connaissez bien au Tilline, nous on les connaît un petit peu aussi. En tout cas, on est content de prendre le relais là-dessus aussi. Voilà. Peut-être à titre de conclusion partielle et préliminaire et pour rebondir sur la dernière proposition d'Arthur, avant qu'il parte dans 15 jours, on pourrait essayer d'organiser un groupe de travail en commençant par la filière porcine qui est peut-être fait l'objet d'une actualité un peu plus pressante, favorable donc à un travail sur ce sujet. Et donc, en regroupant les acteurs, ceux que tu as rencontrés et ceux qui sont intéressés par ce sujet, voir comment justement on peut structurer notre offre, l'organiser, l'appuyer en ce qui concerne les pouvoirs publics
pour la présenter dans les meilleures conditions en Chine, à un moment où justement toutes les questions de biosécurité, par exemple, deviennent absolument cruciales et sont indispensables, sont une partie de la solution pour régler le problème de la PPA. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'inviter les uns et les autres à un premier groupe, une espèce de groupe de travail version 0 d'ici le départ d'Arthur, et donc de voir comment on peut, et si on peut, structurer notre offre sur ces questions-ci. J'en profite pour dire qu'en matière d'information, nous nous sommes aperçus à l'occasion des réponses qui ont été faites à Arthur que, à nouveau, et ça c'est pas une surprise, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas connues et de sources d'informations qui ne sont pas connues. Je pense à la base Expadon sur les conditions sanitaires à l'export gérée par FranceAgriMer. Je pense à la lettre de veille sanitaire publiée par Business France. Je pense à la lettre hebdomadaire de FranceAgriMer. Les demandes que exprimaient certains des interlocuteurs d'Arthur demandaient exactement ça. Donc, il y a déjà toute une espèce de sources documentaires qui sont à valoriser, à mieux faire connaître. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de résumer ces sources documentaires, les manières de s'inscrire, et les envoyer à la CCFC pour diffusion au Club Agro, aux membres du Club Agro, pour que, au moins avant d'imaginer, d'envisager de créer de nouvelles choses, on puisse déjà tirer le meilleur parti de ce qui existe déjà. Dernier point où sinon on fait la transition avec la PPA, puisque la transition est toute faite. Donc Mireille, si tu veux nous faire un point sur la situation sur le front, si j'ose dire, de la PPA. Merci François. Et pour faire la transition avec ce que disait Arthur, je voulais vous dire que le MARA, le ministère de l'Agriculture, vient de sortir une nouvelle réglementation à destination des éleveurs qui veulent repeupler leur exploitation après des abattages de peste porcine, et qui justement déploie tout un tas d'obligations qui vont vraiment dans le sens de ce qu'on pourra apporter en termes d'expertise, notamment en exigence en termes de biosécurité, en termes d'équipement, en termes de formation, et en termes de tout ce qui structure et tout ce qui peut augmenter le professionnalisme des agriculteurs. Donc voilà, on pourra vous la diffuser, cette réglementation. Voilà. Donc la peste porcine, comme dit François, donc elle est toujours d'actualité. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'ordre du jour aujourd'hui. Vous avez pu vous en rendre compte si vous achetez votre porc toujours en magasin, puisqu'on est passé logiquement et assez rapidement d'une crise sanitaire à une crise économique et sociale, puisque la peste porcine, elle continue son chemin, et qu'on risque de se revoir sur ce sujet dans les futurs clubs agro, parce qu'on n'est pas sorti d'affaire. Alors sur le front de la PPA, donc je voulais pas vous noyer de chiffres, donc quelques éléments un peu pour vous montrer comment ça progresse et quelles sont les conséquences sur les habitudes de vie et sur l'économie globale. Donc pour vous quelques rappels, l'élevage chinois, un chiffre, c'est 45% de la production mondiale. Vous vous souvenez, on avait vu ces chiffres déjà, soit 55 millions de tonnes de viande produites en Chine. Dans le monde, 36% de la viande consommée, c'est de la viande de porc, d'où l'importance lorsqu'on a une crise qui touche la Chine à ce niveau-là, les conséquences au plan économique. La production mondiale, rapidement pour vous montrer, l'Asie prédomine sur la production mondiale, la Chine pas loin dans l'Asie, et puis l'Europe est loin derrière avec les autres pays. Alors l'épidémie, à ce jour, c'est la dernière carte qui date d'avant-hier, donc on l'a dit hors de contrôle parce qu'elle a largement dépassé les frontières de la Chine et qu'elle elle se répand en Asie du Sud-Est. Le pays le plus touché est le Laos. Le Vietnam déclare encore beaucoup de cas. Alors en rouge foncé, c'est les derniers cas des derniers 15 jours. Il y a eu des découvertes de peste porcine à Hong Kong, mais c'était des porcs chinois qui ont été très positifs à l'abattoir, comme la première fois. Et vous voyez que qu'en Asie du Sud-Est, on a encore énormément de cas. En Chine, c'est les provinces du Hubei et du Yunnan qui sont les plus touchées, et c'est là que
que la maladie sévit le plus fortement. Voilà, on a, vous voyez, des nouveaux cas aussi dans le nord de la Chine et en Russie aussi. Il y a eu des nouveaux cas. Alors, le virus, je vous rappelle, il est extrêmement résistant. C'est pour ça que la maladie est difficilement contrôlable. La maladie se transmet par voie indirecte par les aliments. On a constaté aussi des virus actifs dans l'aliment. Donc, le virus se multiplie, se propage à température ambiante et dans des supports qui sont difficilement contrôlables. Le vaccin, comme le disait Arthur, il n'est toujours pas abouti malgré des publications récentes qui annonçaient peut-être un virus qui allait bientôt venir. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend. On sait que les scientifiques chinois travaillent sur un virus donc génétiquement modifié, très compliqué à stabiliser, donc qui fait craindre que on n'aboutisse pas sur cette recherche en peu de temps quand même. Voilà, et la Chine qui a perdu, on l'estime, près de la moitié de son cheptel, qui oscillait. On a du mal à avoir des chiffres précis sur le cheptel exact, entre 500 et 700 millions de porcs. Donc, on aurait perdu la moitié. Donc, les exportations, évidemment, s'envolent puisque le pays est confronté à un manque de protéines animales. Du coup, vu que la viande de porc est fortement consommée, et du coup, un appel aux exportations dont bénéficie l'Europe et beaucoup de pays. Donc, entre janvier et août, c'est les chiffres officiels chinois, cela. 66% d'augmentation des volumes de porc importés entre le mois de janvier et le mois d'août. Et vous voyez que ça entraîne à la hausse les exportations d'autres viandes, évidemment, parce qu'il y a des reports de consommation. Le bœuf aussi bénéficie, entre guillemets, de la crise, puisque c'est 65% d'augmentation de volume de bœuf importé. Donc, il s'agit pour l'Europe et pour la France de tirer parti de ce besoin-là et d'essayer d'augmenter au maximum les exportations. Mais vous allez voir que c'est pas sans conséquence aussi sur le marché français, puisque pour les éleveurs français, donc on observe une augmentation de près de 10% des exportations françaises, avec près de 400, non, il y a un zéro de trop. Oh, je suis désolée, il y a un zéro de trop. On est près de 400 000 tonnes exportées depuis le début de l'année. Donc, c'est à peu près un petit peu moins de 10% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Excusez-moi, il y a vraiment un zéro de trop. Et des cours qui se sont envolés, qui ont augmenté de 40%, puisque le cours du porc français est aujourd'hui à 1,70 € le kilo et qu'il a stagné depuis ces dernières années à 1,20 €. En Chine, le prix du porc à la consommation, vous voyez qu'il a augmenté et que globalement tous les denrées alimentaires ont augmenté. Donc on a une colonne pour la comparaison d'année en année et l'augmentation par rapport au mois dernier. Donc vous voyez que le porc, on observe une augmentation des prix de 23% pour le porc, mais globalement c'est toutes les autres denrées alimentaires qui ont augmenté ces derniers mois et par rapport à l'an dernier. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les laisse encore un peu, ces chiffres. Ça, c'est des chiffres officiels aussi. Donc, l'enjeu français pour nous, donc, outre le fait qu'il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle demande et qu'on augmente nos exportations, alors ça, c'est on ne fait que répondre à la demande chinoise, qui pour la France, par exemple, a envoyé une mission en juillet dernier pour agréer des nouveaux abattoirs. Donc, on va voir la réponse cette semaine, mais elle sera très certainement favorable pour nos abattoirs, parce qu'il y a un besoin en protéines animales de toute façon assez généralisé. Et les autorités chinoises ont tendance à envoyer des missions d'audit partout en ce moment. Toutes les équipes sont sur le terrain, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, pour agréer des nouveaux établissements, pour diversifier leur offre, leurs fournisseurs et pour trouver un peu plus de denrées. L'autre enjeu pour nous, c'est le zonage. Donc, on va essayer de tirer parti de la visite présidentielle du mois de novembre prochain pour faire reconnaître par les autorités chinoises notre pratique du zonage qui consiste, je vous l'avais expliqué la dernière fois, qui consiste, donc qui est une des préconisations de l'OIE et qui consiste à bloquer simplement une région
lorsqu'elle est atteinte, bloquer commercialement une région lorsqu'elle est atteinte et de continuer le commerce, notamment avec la Chine, pour les régions qui ne sont pas atteintes. Donc, sachant que nous, notre crainte, c'est le débordement et c'est le passage d'un sanglier atteint de peste porcine de Belgique notamment, puisqu'on a découvert 2 sangliers atteints de peste porcine il y a quelques mois en Belgique, sur la zone frontalière. Donc notre crainte, c'est que ces sangliers passent du côté français, ce qui entraînerait un blocage entier du pays. Or, la production porcine étant située et concentrée essentiellement sur l'ouest de la France, on a tout intérêt à faire reconnaître la qualité de notre gestion de prévention de la maladie pour maintenir la possibilité de commercer encore avec la Chine à partir de l'ouest de la France, en isolant la partie qui aurait connu le cas de peste porcine si un sanglier venait à traverser. Donc là, je pense, donc c'est le zonage, donc la résolution numéro 38 de l'OIE qui recommande à tous les pays membres de l'OIE, dont est signataire la Chine, de reconnaître donc cette régionalisation en cas d'atteinte d'une maladie contagieuse comme la peste porcine. Donc la priorité pour nous, c'est évidemment le maintien des échanges commerciaux. Et voilà, avec pour nous aussi beaucoup d'enjeux parce que le blocage des frontières déverserait sur le marché européen notre production porcine, ce qui aurait aussi des lourdes conséquences sur le cours du porc pour les agriculteurs. Voilà, et c'est une négociation très, très difficile, bon, qui est au point mort pour l'instant parce que les Chinois sont très réticents à faire reconnaître le zonage qu'ils utilisent pourtant chez eux, mais voilà, de la part d'un pays européen, pour eux, c'est encore compliqué. Même s'ils ont récemment envoyé une mission en France pour observer la façon dont on avait géré la maladie. Et puis, c'est vrai que la donne change puisqu'ils sont en recherche et en besoin de protéines animales, de viande de porc. Donc, ça risque aussi de les faire s'intéresser de nouveau à cette possibilité-là, de peur de perdre le marché. Voilà. Et puis, on va, comme je vous dis, essayer de jouer la carte politique avec la venue du président à Shanghai au mois de novembre. Oh, je vais à l'envers, pardon. Juste pour finir peut-être sur les échéances politiques des mois à venir jusqu'à la fin 2019. Donc on en a 2 majeurs. On a bien entendu la visite présidentielle qui aura lieu du 4 au 6 novembre à Shanghai d'abord, donc en lien avec l'exposition, la foire des importations de Shanghai, auquel notre président participera, à l'inauguration duquel il participera, et la France est l'un des hôtes d'honneur, et c'est officieusement l'hôte d'honneur principal de cette foire. Donc on peut s'attendre à un moment politique très fort entre la France et la Chine, qui, Mireille l'a dit, sera l'occasion de pousser beaucoup nos dossiers et nos ouvertures de marché sur un certain nombre de sujets. Donc ça nous occupe et ça va nous occuper jusqu'à la foire. Et donc, après Shanghai, il y aura bien entendu une étape pékinoise et le président viendra à Pékin. Le second, il sera d'ailleurs accompagné du ministre de l'Agriculture français. Et donc, là aussi, des rencontres à prévoir avec nos interlocuteurs chinois. Le second moment qui est un peu fort, et ça, on vous en reparlera à ceux qui pourraient être intéressés, c'est la foire agricole organisée par le ministère de l'Agriculture à Nanchang. À Nanchang, donc 15-18 novembre, pour lequel la France est hôte d'honneur, et donc qui va permettre dans un événement majeur pour le ministère de l'Agriculture, puisque c'est son événement le plus important annuel, de donner une forte visibilité à la France, à l'agriculture française et à son expertise. Donc, nous avons contacté un certain nombre d'entreprises pour leur proposer de participer à cette foire sur le pavillon français. Et donc, nous avons travaillé à la mise en œuvre, en quelque sorte, de cette participation jusqu'au 15-18 novembre, et qui est dans le but de valoriser l'offre française dans son ensemble et puis l'offre des entreprises qui participeront à cette occasion.
Et donc, nous allons envoyer des invitations pour effectivement une réunion d'information mercredi après-midi à l'ambassade pour préciser aux entreprises intéressées les conditions de participation, présenter cette foire. Ce qu'on en sait à ce moment, parce que tout est loin d'être complètement finalisé dans le programme, dire notamment de la partie chinoise et donc en conséquence de la partie française sur ce qu'on peut faire. Et donc, en tout cas, il faut se préparer à cette participation dès maintenant. Voilà, j'ai à peu près terminé, à moins qu'il y ait des questions. Si vous n'avez plus de questions à Shanghai ou à Guangzhou, je vous propose de clôturer cette session de rentrée du groupe de travail agroalimentaire et de vous laisser continuer vos discussions privées, disons. Merci beaucoup à nos coordinateurs, à nos participants et à nos intervenants pour le partage d'informations. Merci beaucoup.